Bonjour. Un vent de discorde lourd de conséquences souffle sur le continent européen. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban vient de jeter un pavé dans la mare diplomatique. Il propose un sommet direct d'une audace rare entre la Russie et des nations clés de l'Union européenne comme la France et l'Allemagne. Est-ce un pas audacieux vers une paix tant attendue dans la région politiquement instable ou bien le signe avant-coureur d'une fracture diplomatique qui pourrait fissurer l'édifice même de la solidarité européenne laborieusement construit au fil des décennies? Nous allons dans un instant décortiquer les implications profondes de cette proposition qui pourrait bien redessiner les alliances et les stratégies sur l'échiquier mondial. Pour vous, nos auditeurs attentifs, les enjeux de cette démarche sont immenses. Une telle rencontre ou son absence pourrait impacter directement votre quotidien, des fluctuations potentielles sur les marchés mondiaux aux pressions accrues sur les prix de l'énergie, en passant par une incertitude grandissante concernant la stabilité des chaînes logistiques. Cette instabilité se traduit non seulement par des prix à la pompe et des factures de chauffage qui s'envolent, mais aussi par une érosion de la confiance dans les institutions, un climat social potentiellement plus tendu face aux incertitudes économiques et des questions fondamentales sur la sécurité à long terme de nos sociétés. Votre portefeuille et plus largement la sécurité de votre environnement immédiat sont au cœur de ces développements diplomatiques complexes. La proposition explosive de Viktor Orban a été formulée lors d'une émission diffusée sur les ondes de la station de Radio Kossuth, un média influent en Hongrie et un canal privilégié par le gouvernement pour communiquer directement avec sa base électorale, contournant ainsi les filtres médiatiques traditionnels et internationaux. Selon les déclarations rapportées, cette rencontre envisagée entre la Russie et des membres importants de l'Union européenne interviendrait dans un scénario bien précis, celui d'une éventuelle confrontation directe entre le président russe Vladimir Poutine et l'ancien président américain Donald Trump. Cette chronologie suggérée par M. Orban insinue un rôle subordonné ou du moins consécutif de l'Europe par rapport aux discussions transatlantiques sur le dossier sensible du territoire de l'instabilité. Cette vision place l'Union européenne non pas comme un acteur souverain, mais comme une entité réactive attendant le bon vouloir des deux grandes puissances historiques de la guerre froide pour pouvoir peser sur son propre destin sécuritaire. C'est une humiliation stratégique implicite qui risque de faire grincer des dents dans les capitales européennes qui revendiquent leur pleine souveraineté diplomatique. Le Premier ministre hongrois n'a pas mâché ses mots. Il a exprimé avec une clarté désarmante ses profonds regrets face à ce qu'il perçoit comme une implication bien trop faible, voire une absence manifeste des nations européennes dans le processus de règlement du conflit en cours dans la zone disputée entre la Russie et l'Occident. Orban estime, et c'est une critique directe adressée aux plus hautes sphères du pouvoir européen, que les dirigeants de l'Union européenne, ceux qui œuvrent depuis Bruxelles, se montrent tout simplement inefficaces face à la complexité et à l'urgence de la situation. Il pointe du doigt ce qu'il considère comme une bureaucratie lente et déconnectée, incapable de prendre les décisions audacieuses qu'impose une crise de cette magnitude. Les paquets de sanctions, bien que nombreux, n'auraient pas atteint leurs objectifs ultimes, selon lui, tout en pénalisant lourdement les économies européennes elles-mêmes. C'est une accusation sérieuse de la part d'un chef d'État membre qui met en lumière de profondes divergences de vues sur la stratégie à adopter. Pour lui, l'inaction ou la mauvaise action des institutions centrales de l'Union a mené à une impasse et il en appelle à une approche radicalement différente. Et Viktor Orban va plus loin dans ses suggestions, proposant ni plus ni moins que le chancelier allemand et le président français, figure de proue de la puissance économique et politique de l'Europe, se rendent personnellement à Moscou. Leur mission, selon les vœux d'Orban, serait de mener des négociations directes au nom de l'ensemble du continent européen. Il a martelé la nécessité impérative d'un tel sommet russo-européen. Pourquoi une telle urgence, une telle insistance? Parce que, comme il l'a souligné, et c'est un point factuel indéniable, le conflit se déroule sur le continent européen lui-même. La géographie ne ment pas, l'Europe est directement affectée par les répercussions de cette situation, qu'elle soit économique, sociale ou sécuritaire. Les vagues de réfugiés, les perturbations économiques, les risques d'incidents militaires à proximité des frontières de l'Union, tout cela constitue une réalité tangible pour les Européens, bien plus que pour d'autres puissances mondiales plus éloignées géographiquement. De ce fait, Orban appelle l'Union européenne à prendre enfin l'initiative, à ne plus attendre, mais à organiser cette réunion cruciale. C'est un appel à l'action, un défi lancé à la prudence diplomatique habituellement de mise. Avant cette récente proposition choc,
Viktor Orban avait déjà affirmé avec force que l'Union européenne commettait une erreur stratégique fondamentale en basant l'intégralité de sa politique étrangère sur la prémisse d'une menace russe imminente. Il considère, et c'est un point de vue qui s'oppose à la ligne officielle de nombreux pays occidentaux, qu'une telle menace est, selon ses propres termes, inexistante. Dans son analyse, la Russie, bien que puissance nucléaire, n'aurait ni la capacité conventionnelle ni l'intention politique de s'engager dans une confrontation militaire directe avec l'OTAN, une alliance qu'il juge infiniment plus puissante. Son discours vise à déconstruire une narration qu'il juge anxiogène et contre-productive, poussant l'Europe vers une militarisation et des dépenses qu'elle pourrait, selon lui, allouer à d'autres priorités. Cette déclaration est un véritable électrochoc dans le paysage politique européen où la perception d'une agressivité russe est devenue le pilier de nombreuses politiques de défense et d'élargissement de l'OTAN. Pour le Premier ministre hongrois, l'idée d'une éventuelle occupation de l'Europe par la Russie relève de l'irréalisme le plus total. Il estime que les politiques construites sur de telles suppositions fantasmées risquent fort de mener l'Union européenne et ses membres vers des décisions erronées, potentiellement dangereuses et loin des intérêts réels des citoyens européens. Ouais, c'est une divergence d'analyse fondamentale avec de nombreux alliés, une brèche ouverte dans la façade d'unité européenne. Écrivez en commentaire d'où vous nous écoutez. Votre point de vue est précieux pour nous. Cette proposition et cette critique acerbe de Viktor Orban ne sont pas isolées. Elles le trouvent un écho parfois surprenant chez certains observateurs. Un commentateur dont les propos ont été relayés a vivement critiqué certains pays européens et plus spécifiquement les nations baltes pour leur opposition ferme et résolue à un plan de paix qui aurait pu être potentiellement négocié entre l'ancien président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Il est crucial de noter que cette opposition des pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, est profondément enracinée dans leur histoire tragique d'occupation soviétique. Pour ces nations, toute négociation qui ne partirait pas d'une position de force occidentale et qui pourrait aboutir à des concessions territoriales ou politiques à Moscou est perçue comme une menace existentielle directe et une trahison des principes du droit international. Selon ce commentateur, cette opposition manifeste de la part de ces nations, qui sont pourtant directement concernées par la sécurité régionale, équivaut à une incitation à l'escalade du conflit qui se déroule dans la région du nord de la mer Noire. En d'autres termes, ce courant de pensée accuse ces pays de préférer un conflit prolongé soutenu par l'Occident à une paix qui pourrait être perçue comme une victoire, même partielle, pour la Russie, créant ainsi une dynamique dangereuse où la recherche de la paix est elle-même qualifiée d'apaisement. C'est une accusation grave qui attribue à ces pays une part de responsabilité dans la poursuite des hostilités, suggérant qu'ils privilégient une confrontation continue plutôt qu'une solution négociée. Ce même commentateur a également exprimé de profonds doutes, voire un certain scepticisme quant à la réelle volonté du président français et du chancelier allemand de s'engager dans des négociations directes et substantielles avec M. Poutine. Il est allé jusqu'à qualifier ces deux leaders majeurs de l'Europe de leaders inadéquats face aux défis actuels et à la nécessité de trouver une voie vers la désescalade. Zing. Cette critique, qui remet en question la capacité de leadership des dirigeants des deux principales puissances économiques et politiques de l'Union européenne, amplifie le sentiment de division et de désorientation stratégique qui semble émaner de ces cercles d'analyse. Elle souligne une perception que l'Europe manque de figures fortes ou, du moins, de la volonté politique nécessaire pour aborder de front le dialogue avec Moscou, laissant un vide perçu par certains comme dangereux. Les conséquences de cette proposition hongroise et de ses critiques résonnent déjà sur le plan diplomatique. On s'attend à de nouvelles fissures, voire à des lignes de fracture plus profondes au sein même de l'Union européenne. La position de Budapest, déjà souvent en porte-à-faux avec Bruxelles sur d'autres sujets, ne fait qu'accentuer cette divergence stratégique. Une telle initiative pourrait polariser davantage les États membres entre ceux qui prônent une ligne dure face à la Russie et ceux qui, comme la Hongrie, appellent à un dialogue direct et à une réévaluation des relations. Cela pourrait raviver des clivages entre les vieux et les nouveaux membres de l'UE ou entre un axe méditerranéen potentiellement plus ouvert au dialogue et un axe oriental résolument intransigeant. Sur le plan énergétique, si un sommet venait à se concrétiser, il pourrait potentiellement influencer les prix du gaz et du pétrole.
Toute perspective de détente ou de coopération, même partielle, entre l'Europe et la Russie, historiquement un fournisseur clé, pourrait faire baisser la prime de risque actuelle sur les marchés. Inversement, un rejet pur et simple de l'initiative pourrait maintenir, voire accentuer, la pression haussière sur les coûts énergétiques pour les consommateurs et les industries européennes. Les investissements massifs consentis pour construire des terminaux GNL et s'émanciper du gaz russe seraient remis en question, créant une incertitude pour les opérateurs énergétiques. Un retour, même partiel, au gaz russe bon marché, tentant pour l'industrie, s'après la résilience énergétique européenne durement acquise. En matière de sécurité, cette initiative pourrait entraîner un redéploiement ou une réévaluation des alliances. Si une partie de l'Europe cherche un dialogue direct, d'autres membres de l'OTAN et de l'UE pourraient percevoir cela comme une faiblesse ou une division, potentiellement affaiblissant la cohésion de l'alliance occidentale face aux défis perçus. Cela pourrait créer une Europe à deux vitesses au sein de l'OTAN, où certains membres seraient perçus comme moins fiables par le flanc Est, ce qui pourrait encourager ces derniers à renforcer leurs liens bilatéraux de sécurité directement avec les États-Unis, contournant ainsi les initiatives de défense européennes. Enfin, les répercussions économiques pour les entreprises européennes seraient notables. L'incertitude géopolitique actuelle freine les investissements et les échanges commerciaux. Une initiative de paix, même timide, pourrait offrir une lueur d'espoir pour la reprise des affaires, tandis que la poursuite des tensions maintiendrait un climat d'instabilité pesant sur la croissance et l'emploi. Des secteurs clés comme le tourisme, le luxe ou l'aéronautique, qui dépendent d'un environnement international stable, continueraient de souffrir. De plus, une fragmentation politique pourrait freiner la fluidité des précieux échanges intracommunautaires. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos mises à jour en temps réel. Notre équipe s'engage à vous fournir une information constante et vérifiée. Le défi lancé par Viktor Orban à Bruxelles met en lumière des divisions profondes sur la gestion de la crise dans la région du nord de la mer Noire. Nous avions promis de dévoiler l'identité de ce commentateur qui appuie les thèses d'Orban et attaque les capitales européennes. Il s'agit d'une voix qui s'exprime régulièrement sur les réseaux sociaux et sur des plateformes d'analyse géopolitique non officielles, mais dont les opinions reflètent souvent un courant de pensée anti-système, très critique envers les institutions européennes et occidentales traditionnelles. Ce commentateur, dont l'influence est réelle dans certains cercles, met en avant l'idée que l'Europe est sous-performante et qu'elle a perdu son rôle sur la scène internationale, notamment parce qu'elle refuserait d'affronter la réalité d'une nouvelle ère géopolitique où un dialogue direct avec toutes les parties est, selon lui, indispensable. Cette voix insiste sur l'importance de ce qu'elle appelle une réelle politique face aux dogmes idéologiques qu'elle attribue aux dirigeants actuels de l'Union européenne. Cette réelle politique qu'il invoque est une approche qui met de côté les considérations morales ou idéologiques pour se concentrer exclusivement sur les rapports de force et les intérêts nationaux. C'est un retour à une diplomatie plus cynique, peut-être, mais que ses partisans jugent plus efficace et adaptée à un monde multipolaire et dangereux, loin de l'idéalisme post-guerre froide. Elle argumente que les pays européens, en particulier ceux proches de la zone de conflit, sont pris au piège d'une narration qui les empêche de voir les opportunités de paix, préférant la confrontation. Ce commentateur a réaffirmé à plusieurs reprises que la seule voie viable pour l'Europe est de retrouver une autonomie stratégique, non pas en s'alignant inconditionnellement sur Washington, mais en forgeant ses propres solutions, même si cela implique de dialoguer avec des acteurs perçus comme adversaires par d'autres. Cette position renforce le narratif d'Orban qui prône une Europe plus souveraine et moins dépendante des influences extérieures, notamment américaines. L'attaque contre le chancelier allemand et le président français est particulièrement percutante. En les qualifiant de leaders inadéquats, le commentateur sous-entend qu'ils manquent de la vision, du courage ou de la pragmatisme nécessaires pour engager des négociations significatives avec Moscou. Pour ce commentateur, leur refus ou leur hésitation à se rendre à Moscou pour des discussions directes serait un signe de faiblesse, d'une incapacité à saisir l'ampleur de la crise et à y apporter des réponses concrètes, préférant les sanctions et l'escalade à la diplomatie. Il insinue qu'ils sont prisonniers de leur propre rhétorique ou des pressions de certains groupes de pression au détriment des intérêts fondamentaux de l'Europe. Le commentateur omet souvent de mentionner les contraintes internes de ses dirigeants, une opinion publique divisée, des coalitions gouvernementales fragiles et une pression constante de leurs alliés les plus proches qui prônent une ligne dure. Leur marge de manœuvre est sans doute bien plus limitée que ce que cette critique radicale ne le laisse entendre. Cette ligne de pensée, bien que marginale dans le discours
discours officiel gagne du terrain dans certaines sphères de l'opinion publique et nourrit le scepticisme envers les politiques traditionnelles. Elle met en lumière une fracture non seulement entre les États, mais aussi au sein des opinions publiques européennes quant à la meilleure approche à adopter face à la puissance russe et à la crise en cours. La proposition d'Orban et les critiques du commentateur s'inscrivent dans ce contexte de débat intense sur l'avenir de la diplomatie européenne. Pour conclure, l'onde de choc de ces déclarations est palpable, le dialogue européen s'annonce tendu et l'issue des débats internes pourrait bien définir la position de l'Europe sur l'échiquier mondial pour les années à venir. La question demeure, l'Union européenne va-t-elle écouter l'appel d'Orban ou maintenir sa ligne actuelle face à un contexte géopolitique de plus en plus volatile? Restez connectés pour nos prochains bulletins. Ce que nous surveillerons de près dans les jours à venir inclura les réactions officielles et détaillées de Paris, de Berlin et bien sûr de la Commission européenne à Bruxelles. Leurs déclarations publiques et les signes de rapprochement ou d'éloignement de la proposition hongroise seront des indicateurs cruciaux. Il faudra également surveiller l'attitude des pays habituellement plus neutres ou non alignés qui pourraient voir dans cette initiative une opportunité de médiation. Les réactions des autres puissances mondiales, notamment la Chine qui observe attentivement les divisions occidentales et la Turquie qui joue son propre jeu d'équilibriste, seront également déterminantes pour le calendrier politique européen avec ses élections importantes à venir dans plusieurs États membres ainsi que le renouvellement du Parlement européen jouera un rôle non négligeable car les positions sur ce dossier pourraient devenir un enjeu de politique intérieure absolument majeur. Nous observerons également attentivement les prises de position de Washington et de Moscou, une réponse de ces capitales mondiales, qu'elles soient directes ou via des canaux diplomatiques indirects, pourrait donner le ton des semaines à venir et indiquer si une telle rencontre a une quelconque chance de se concrétiser. Enfin, les marchés financiers, en particulier ceux de l'énergie et de la défense, réagiront aux signaux politiques. Leurs mouvements seront un baromètre de la perception des risques et des opportunités liées à ces initiatives diplomatiques. Commentez et abonnez-vous pour rester informé.